Madame la Présidente, Madame la Première ministre, chers collègues, vous avez refusé le débat, vous n'avez pas rempli votre rôle de parlementaire, vous avez abaissé la fonction de député pour faire un coup politique. Tous ces mots, nous les avons entendus de votre part, Madame la Première ministre, de la part de votre gouvernement, tentant car ces effets de masquer votre soumission au projet profondément réactionnaire de la droite sur l'immigration. Et puis, après nous avoir accusés de tous les maux, comme pour vous laver de vos péchés, vous revenez vers nous pour prononcer votre 23e 49.3. Ce gouvernement, c'est sous ceux du débat, du cheminement démocratique, de la construction avec les parlementaires, nous prive une énième fois de tout cela sur ce petit sujet politique qui est celui du vote du budget de la nation. Attention, cette figure est effectuée par des professionnels du contorsionnisme, ne le reproduisez pas chez vous. Quelle hypocrisie. La Ve République n'a plus aucun souffle. L'Assemblée nationale se trouve dans un clair-obscur dont surgit le pire. Les commissions mixtes paritaires se déroulent à Matignon, voire à l'Élysée, et les mathématiques se trouvent maltraitées pour prouver qu'un texte n'est pas voté grâce aux voix du RN. Le gouvernement navigue à vue. Il n'y a plus aucun cap, plus aucune anticipation. Il subit les événements. Il fait l'unanimité dans les groupes d'opposition de droite et d'extrême droite pour voter son texte sur l'immigration, mais il ne parvient même plus à convaincre dans sa propre majorité. Un coup à gauche, un coup à droite, c'était votre idée d'une politique qui devait faire avancer le bateau France. Mais finalement, pire que des ronds dans l'eau, le bateau France prend l'eau de partout. Il prend l'eau jusqu'à renier ce qui fait, comme le dit votre ancien ministre de la Santé, ses murs porteurs. Madame la Première ministre, votre gouvernement n'est plus qualifié pour diriger ce pays. Nous ne voulons pas voir s'abattre sur les immigrés de notre pays des vieilles mesures du FN, puis du RN. Nous ne souhaitons pas voir s'appliquer vos budgets supprimant des milliers de postes de professeurs. Nous nous opposons au démantèlement de l'hôpital public. Votre gouvernement nous mène droit à la catastrophe pour notre pays. Un pays qui compte plus de 9 millions de pauvres. Un pays qui voit des milliers d'enfants dormir dans la rue. Un pays où étudiants, familles, retraités, travailleurs se côtoient aux distributions alimentaires. Comment ce PLF y répond? Quelles sont les mesures que vous avez prises pour y remédier? La retraite, les baisses d'impôts pour les plus riches, les coupes dans l'assurance chômage, tout cela est effectué avec une célérité exemplaire. Par contre, pour ce qui est du reste, il est urgent d'attendre. Cette motion de censure, nous la souhaitons porteuse d'un espoir. L'espoir d'une alternative qui serait issue des urnes, l'espoir d'une alternative qui apporterait des réponses concrètes, structurelles, aux aspirations d'une majorité de nos concitoyennes et concitoyens qui voient leur pouvoir de vivre s'effondrer, leurs services publics sacrifiés, leur environnement se dégrader. L'espoir, finalement, d'un changement de modèle économique et social. Loin des réponses simplistes, utilisant le ressort bien connu de la xénophobie pour faire porter la responsabilité sur le dernier arrivé, ou bien celui qui ne vous ressemble pas. C'est l'abolition d'un système profond, inégalitaire, à la recherche à tout prix du profit que nous portons. Nous remettons l'humain au cœur des politiques publiques, le salarié au cœur de l'entreprise, le patient au cœur de l'hôpital, le bénévole au cœur de son association, l'élève au cœur de l'école. Ce budget ne traduit pas nos priorités politiques. Il ne répond en rien aux enjeux de notre époque et pire encore, il se place au service de politiques publiques que nous combattons ardemment. La gauche, les progressistes, les femmes et les hommes qui, dans leur diversité, croient en la République sociale, aux valeurs humanistes, sont ici par notre voix. Nous ne laisserons pas tranquillement dialoguer avec les diverses nuances de droite de ce pays pour faire passer vos mauvaises mesures. Le budget de l'État est censé dresser, pour l'année à venir, les grandes lignes des politiques économiques et budgétaires de notre pays. C'est donc, nous pouvons en convenir, un sujet d'importance. Pourtant, à une minute de débat n'aura pas été permis en séance pour la première partie. À peine quelques heures sur la seconde, avec l'examen des missions entamées, mais jamais terminé. Pour la nouvelle lecture et la lecture définitive, même les interventions générales étaient de trop pour les censeurs de la majorité et du gouvernement. La réalité aurait en effet été cruelle à entendre pour vous. À l'heure où les ministres de l'économie et du budget dévoilaient fièrement un budget austère comprenant 16 milliards d'euros pour satisfaire la Commission européenne et les agences de notation. Dans ces conditions, Monsieur le ministre, ce sont les faits. Comment ce budget peut-il répondre aux urgences sociales auxquelles nous faisons face, à commencer par la première d'entre elles, celle du pouvoir d'achat? On n'y a toujours pas répondu. L'inflation cumulée en 2 ans dans l'Hexagone atteint près de 20% et c'est bien pire encore dans les territoires dits d'outre-mer. Et je rappelle que, Monsieur le ministre, la délégation vous a envoyé des invitations pour échanger justement sur cela. On a eu comme réponse de la part de vos collaborateurs un bon courage. Faites
Face à cette inflation galopante, les salaires n'ont pas suivi, si bien que le nombre de nos concitoyens se retrouve désormais au niveau du SMIC. Or, Madame la Première ministre, on ne vit pas avec un salaire au SMIC, a fortiori lorsque l'emploi qu'on occupe s'effectue à temps partiel. De manière générale, comme beaucoup de nos concitoyens ne peuvent plus vivre de leur travail, comme le montrent les 2 millions de travailleurs pauvres. Sur ce point, le présent PLF et plus généralement les textes budgétaires de cette année constituent une nouvelle occasion manquée pour agir de manière contraignante sur les salaires. Nous le regrettons. Cette situation conduit à accentuer un peu plus encore les inégalités économiques. 1 000 milliards d'euros de patrimoine pour les 500 plus grosses fortunes, un record. Plus de 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, encore un record. Je tiens à préciser, pour Mayotte, c'est 77% de la population et en Guyane, c'est 53% de la population. Comme l'ont montré nos collègues Mattei et Sansu, ces inégalités gangrènent aujourd'hui notre société qui petit à petit redevient une société de rentiers et d'héritiers, une société figée qui ne permet plus la mobilité sociale. À l'heure où la nécessité d'une juste répartition de l'impôt se fait de plus en plus présente, vous vous obstinez à refuser toute mesure allant dans ce sens, à commencer par une contribution exceptionnelle de très haut patrimoine pour financer la transition écologique, une mesure qui semble aujourd'hui plus que consensuelle. La juste répartition de l'impôt est la seule à même garantir la souscription de tous au contrat social qui nous lie et à son corollaire indispensable, celui du consentement de l'impôt. Le financement de la transition écologique, que ce soit de la rénovation d'habitat, le renouvellement de nos infrastructures de transport, le développement des mobilités douces, la transition agricole, mais aussi le développement des services publics de proximité. Tous ces enjeux nécessitent aujourd'hui des besoins financiers aux antipodes de la course aux économies à laquelle vous vous adonnez. Ces besoins sont renforcés dans les territoires dits d'outre-mer, dont je suis issu, où la fracture avec le territoire hexagonal s'avère grandissante. Les crédits supplémentaires que vous accordez à ces territoires sont très loin de très suffisants pour pallier les retards de développement que nous subissons depuis trop longtemps. La précarité du logement, l'ampleur de l'habitat indigne, les bidonvilles qui enflent à vue d'œil, l'état pitoyable des infrastructures, notamment routières et encore lorsqu'elles existent, l'accès à l'eau potable complètement entravé, voire inexistant. Loin d'être de simples statistiques, ces carences profondes affectent le quotidien des centaines de milliers de vos concitoyens ultramarins. Car oui, ils sont français, comme vous, n'en déplaise à ceux d'entre vous qui voient en l'homme noir un étranger éternel qui conviendrait d'embarquer dans un charter. Les fractures sociales dans notre pays se creusent. C'est à celles-ci que vous devriez vous attaquer, et non à celles créées de toutes pièces par les théoriciens du grand remplacement et du choc de civilisation. Je finirai mon propos en vous disant une chose, l'entre-soi tue. Je vous remercie. Merci, Monsieur Riemann.